Bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Alizée Constance, femme hypersensible. Dans le milieu soignant pendant 18 ans, dont infirmière anesthésiste, elle a fait une reconversion en 2020 pour être coach hypnothérapeute et formatrice. Elle est aussi passionnée de la condition humaine et de la connaissance de soi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 28e interview des experts hyper. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alizée Constance. Ça a été, Alizée, une magnifique rencontre à la quinzaine de la sensibilité, surtout le week-end de la sensibilité à Ferney-Voltaire. Et quand j'ai vu Alizée, je me suis tout de suite dit que c'était absolument quelqu'un qu'il fallait que j'interviewe sur ma chaîne parce que j'ai été tout simplement très, très touchée par Alizée. Par comment elle a osé faire cette première conférence sur un sujet qui lui tient à cœur, c'est-à-dire la vulnérabilité et surtout la puissance, le pouvoir de la vulnérabilité. C'est d'où le titre de cet échange. Et cet échange, c'est vraiment aujourd'hui, si vous voulez rester, c'est vraiment pour les femmes, voilà, qui sont un petit peu recroquevillées dans une coquille protectrice pour ne pas montrer leurs défauts, pour ne pas s'exposer, mais aussi, par exemple, des dirigeantes d'entreprise qui pensent que pour être un bon leader, il faut être rigide, inflexible et que montrer sa vulnérabilité, c'est s'exposer à tous les vents. Donc, on est vraiment là pour parler, voilà, de ce sujet. On va en parler en long et en large. Moi, je me représente, vous me connaissez puisque vous êtes sur ma chaîne. Je m'appelle Sandrine Larive. Je suis multifacette, coach thérapeute, mentor, etc. Surtout pour les femmes atypiques. Donc, qu'est-ce que j'entends par femme atypique? Haut potentiel, multipotentiel, hypersensible. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'hypersensibilité, TDAH 10, etc. Et je sais que, en tout cas, Alizée a aussi ce sujet de l'ultrasensibilité dans le cœur de ses accompagnements. Et dans quelques instants, on va se présenter. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton parcours, Alizée, c'est ta reconversion et surtout ce fil rouge du soin. Je parle toujours de fil rouge dans la vie. Et toi, clairement, tu es passé pas d'un extrême à l'autre, mais tu t'es réveillé dans le travail d'anesthésiste, comme tu tiens à le dire. Et je trouve ça intéressant que tu puisses nous parler aussi de ta reconversion et comment peut-être toi tu as osé la vulnérabilité dans cette reconversion. Ok, bonjour à tous, merci et à toutes, bien sûr. Bonjour, donc Sandrine, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment dans comment dire, une émotion entre et à la fois le trac et l'excitation. Enfin, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, donc voilà, je vais peut-être un peu Hmm. gigoter, mais c'est vraiment l'expression de ce qui se vit pour moi, qui est aussi une nouveauté, donc de cette première interview, et je suis très honorée que tu aies eu envie qu'on la partage ensemble. Donc un grand merci pour ça. Et je suis ravie de pouvoir partager aussi pour toutes les personnes qui t'écoutent, toutes les personnes qui te regardent, toutes les personnes qui te suivent. J'ai vraiment à cœur de pouvoir contribuer à ça aussi avec toi dans cette co-création. Alors Absolument. donc, alors du coup, moi je me présente. Donc je suis voilà, je m'appelle Alizée. Donc j'ai bientôt 37 ans et depuis on va dire mes 18 ans, j'ai un parcours donc en effet dans le soin. Donc j'ai eu un parcours d'infirmière et ensuite une spécialisation en anesthésie. Et j'ai vraiment adoré ce parcours dans le soin. C'était pas forcément un premier souhait, c'est-à-dire j'ai eu vraiment l'impression, alors je sais bien qu'on est en responsabilité de ses choix, il n'y a aucun problème, et en même temps j'ai eu l'impression d'être un peu comme emportée par la vie vers le soin. Et c'était pas forcément un choix que j'aurais décidé au départ comme ça, comme une forme de vocation. Et en même temps, j'ai appris énormément sur l'être humain. Et ça a été effectivement le fil rouge de la connaissance de l'être humain. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je vois mon parcours de soins et y compris après dans la notion d'anesthésie qui est plutôt assez drôle, on pourrait dire. Alors, je dis Mhm. ça avec beaucoup de tendresse parce que ça a été pour moi une période très difficile de effectivement comprendre que finalement anesthésie, eh bien, c'était effectivement ce que j'avais vécu moi-même avec moi-même, une anesthésie de mes émotions, donc en rapport avec cette ultra-sensibilité qui finalement pour moi a été dans mon parcours de vie plutôt de l'enfance, a été assez compliqué à vivre et donc où j'ai plutôt, on va dire, blindé tout ça et voire même jusqu'à anesthésier pour ne pas ressentir
tellement l'intensité, voilà, était telle que qu'en fait les émotions n'avaient pas leur place euh, par rapport au fait que je me devais. En fait, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de, c'était plus de l'ordre de la survie que de la vie. Voilà, par Hmm. rapport à un parcours Une de stratégie blessures. d'adaptation et de survie que tu Exactement. as mis en place Oui, c'est ça. d'anesthésier, Oui, c'est suppresser ça. les émotions et Mhm. Tout à fait. C'était pas du tout un souhait parce que je me souviens vraiment de moments où j'étais enfant, où j'étais dans la vie, vraiment cet Hmm. engagement profond et entier de la vie et vraiment très, très connecté à moi-même, à la nature, etc., au monde. Et finalement, des événements en événements se sont produits, etc., comme tout un chacun. Et il y a eu cette stratégie, effectivement, de survie qui s'est installée sans que, quelque part, que j'ai eu une sorte de mot à dire, c'était juste comme ça. Il le fallait quelque part. Et du coup, un jour, donc dans la continuité de mon parcours, j'ai vraiment senti, alors j'ai beaucoup parlé en métaphore, ça me parle énormément, j'ai senti comme mes ailes qui étaient trop, enfin qui étaient un peu, tu sais, rabougries dans Hmm. mon dos, et je me souviens que j'étais derrière le champ de l'anesthésie où on est d'un côté, il y a le côté chirurgie, et nous on est de l'autre côté au niveau anesthésie. Et j'ai senti que j'étais assise sur mon petit tabouret là, avec donc en observant le patient, et je sentais mes ailes qui étaient comme tu sais, toute petite. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça que j'ai envie. J'ai vraiment envie de m'ouvrir. J'ai vraiment envie de rencontrer, enfin, de continuer à rencontrer la profondeur de moi-même et de me dire, mais il y a un truc qui colle pas là, il y a quelque chose qui n'est Hmm. plus en accord avec moi-même. Et j'ai toujours aimé profondément accompagner l'être humain. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai envie de continuer à accompagner l'être humain dans toutes ses profondeurs. Et vers quoi je vais aller par contre. Et souvent on fait en anesthésie, souvent on parle d'hypnose et Mhm. parce que ben, on utilise donc des produits qui sont des hypnotiques et sauf que là c'est vraiment on va dire c'est des produits on va dire artificiels. Et je me suis dit bah tiens généralement anesthésie hypnose souvent que les infirmiers anesthésistes se dirigent vers l'hypnose et donc j'ai commencé à me renseigner sur l'hypnose et je suis tombée sur le coaching. Oh, j'ai adoré, en fait j'ai aimé le coaching, j'ai rencontré la PNL, j'ai rencontré l'énéagramme, enfin voilà tout un panel d'outils de connaissance de soi et je me suis dit waouh ça y est je me lance. Je Et me reconnais beaucoup dans cet engouement, dans ton parcours, puisque j'ai fait ok. exactement la même chose. Ah waouh, d'accord. Ouais, je suis vraiment vraiment ravie que voilà, on se rejoigne sur ces points-là parce que je trouve que c'était en tout cas moi dans ce que j'ai vécu, c'est encore une fois comme si il y avait un fil enfin d'être guidé. En fait, Hmm. enfin pour moi extrêmement même si j'ai été anesthésiée à un certain moment, il y avait mon intuition était toujours là et elle a toujours été juste. Et Hmm. finalement, j'ai toujours suivi ça. Même si effectivement les émotions étaient peut-être à moindre faisait moins de bruit, mes émotions, mon intuition était là. Et j'ai adoré la suivre. Et finalement, voilà, je suis arrivée dans ce parcours donc de coach de vie et en même temps donc d'hypnothérapeute, également de PNListe, avec voilà des formations en énéagramme, en EFT, donc en Mhm. Mhm. une technique de libération des émotions, avec la communication non violente, voilà avec voilà plusieurs outils finalement dans ma boîte à outils de coach de vie. Et puis je me dirige tranquillement là vers les conférences et je forme aussi parce que je suis aussi formatrice Mhm. à l'école qui m'a formée où je suis de nouveau née pour la deuxième fois. J'aime vraiment Magnifique. ça. Voilà, c'est ça. Cette deuxième naissance qui s'appelle donc c'est l'école UFPNL. Je suis très très heureuse en tout cas et très reconnaissante de tous les formateurs qui m'ont formée et qui m'ont permis de devenir encore une fois un peu plus l'être que je suis et de développer, de laisser émerger davantage que développer, de laisser émerger ce qui est. Et donc aujourd'hui, voilà, dans ce C'est parcours-là, d'ailleurs peut-être ça la définition de la vulnérabilité, laisser émerger ce qui est. voilà, je pense que c'est aussi un des messages que j'avais envie de transmettre et je pense qu'on en Mhm. parlera justement parce que ça m'est vraiment, enfin, j'ai vraiment à cœur cette émergence de l'être et du coup voilà, donc aujourd'hui, on va dire que mon parcours se, se, comment dire, s'étale sur différentes casquettes, l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif avec les formations, voilà, et puis bah donc les conférences et puis bien sûr les interviews. Donc pour moi qui est une première, voilà, et puis j'espère que ça va s'agrandir, j'espère que, enfin que voilà, Tu ça va. oses ta vulnérabilité en interview avec moi aujourd'hui. Ah oui, complètement. Vraiment, là, je sens que à la fois il y a ce trac qui est là et c'est ok et je l'accepte absolument et je me sens totalement vulnérable dans le fait de me dire bon,
voilà, peut-être que je vais bafouiller, peut-être que je vais pas, voilà, je sais pas en fait, c'est juste je vais être et c'est ok pour moi. Tu te Et laisses surprendre. oui, je me laisse surprendre et puis je me sens très en sécurité avec toi. Mhm. Et du coup, je suis vraiment contente que ma première interview se fasse avec toi. Ah, je Et, suis euh, très touchée. et vraiment, et puis je suis très sensible au fait de pouvoir communiquer au nom de toute la pour la neuro, en faveur de la neurodiversité, que ça Oui. soit l'ultrasensibilité, parce que j'accompagne également dans ce parcours-là que j'ai fait avec l'Observatoire de la sensibilité, Mhm. avec les rencontres d'Alban Bourdi, de Saverio Tomasella et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, Nawel Faye et Alexandra Deveau et toutes ces personnes. Voilà, donc et toi, c'est là aussi où je t'ai rencontré, donc voilà, je suis très heureuse. Alors, moi, je me disais que ça serait sympa aussi de commencer par une reconnaissance aussi de l'hypersensibilité et surtout de oser la vulnérabilité dans le monde où on vit. Et moi, je voulais commencer par deux exemples qui me touchent particulièrement en ce moment. Évidemment, je crois que c'était difficile de passer sur les réseaux sociaux à travers la magnifique intervention pendant les victoires de la musique de Zao de Sagazan, qui nous exprime très très bien en pleurant en fait comment ce qu'elle a pensé qui était un défaut toute sa vie est en fait une énorme qualité et qui lui permet aujourd'hui de faire le métier qu'elle adore, de toucher notamment par la musique et les mots. Et elle le fait extrêmement bien dans une douceur et une pudeur magnifique. Et elle nous dit être sensible, c'est être vivant. Nous ne sommes jamais trop vivants et qu'elle finit toujours ses concerts par cette phrase. Et donc ça, j'ai été vraiment touchée et de voir qu'elle incarnait en le disant toute cette sensibilité. C'est bien de le dire, mais le dire en pleurant et ne pas avoir peur et ne pas penser que c'est mal, eh bien, c'est autre chose. C'est sûrement ça la vraie vulnérabilité que j'ai vue là-dedans. Et puis, plus collectivement, je voudrais rendre hommage aussi à toutes ces femmes en ce moment qui se lèvent. J'ai un peu d'émotion aussi quand je le dis, euh, pour briser le silence. Et je sais pas pourquoi ça m'émeut autant. Et l'omerta qui entoure beaucoup de milieux artistiques, beaucoup de milieux en général, où il y a vraiment une domination euh, pendant des années. Hein, il y a une domination des abus d'autorité très forts. Beaucoup de choses qui sont restées impunies et je trouve ça, on reparlera de cette notion plus tard, hein, courageux d'aller dénoncer des personnes et de donner des noms. Je pense qu'avant de faire quelque chose comme ça, quand on est sensible et qu'on a des valeurs, ça doit être extrêmement dur. Et en même temps, je sais qu'elles le font au nom voilà, d'une cause beaucoup plus grande, beaucoup plus noble, et que c'est intéressant aussi de penser à vulnérabilité, à moi, les autres, comment je me positionne, si je m'expose, qu'est-ce que je risque, etc. Et je trouve que ces exemples en ce moment de femmes qui sortent des livres, qui osent parler, etc., ben, elles s'exposent énormément, elles exposent leur famille, leur vie entière, mais elles le font. Et je trouve ça extrêmement courageux. Alors, Et je je sais te, pas ce que ça t'évoque, ce que tu ressens aussi, toi, quand je dis ça. alors, je suis extrêmement touchée justement de te voir émue parce que ça me renvoie à cette notion déjà d'appartenance en tant que femme dans quelque chose que l'on a forcément vécu. Alors, je veux pas généraliser pour autant. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait que par rapport à une sorte de pression sociétale ou en tout cas de l'ordre de l'éducation, où à un moment donné, se taire était plus, en tout cas, pouvait permettre cette fameuse survie. Mhm. Et à un moment donné, c'est comme dépasser finalement et se dire non, c'est pas ok finalement d'avoir vécu ça. Aujourd'hui, j'ai vécu et il y a eu des choses blessées à l'intérieur de moi-même et donc et j'ose affirmer ma vulnérabilité. Et là est ma véritable puissance finalement parce que là, je m'affirme et c'est stop, c'est terminé de me taire en fait. Donc il y a vraiment un réel la vulnérabilité, elle appelle à l'affirmation et d'ailleurs, elle génère cette affirmation de soi et donc ce positionnement et cette puissance intérieure. C'est là où est le paradoxe quand on a l'impression de la vivre et de la subir. Au contraire, après, c'est de la faire se déployer et c'est les merveilleux résultats que donne ce que tu as dit sur Zao et ce sur effectivement toutes ces femmes là qui osent être véritablement elles-mêmes par rapport à ce qu'elles ont vécu de l'ordre de douloureux, de blessants, de vraiment qui ont été intimement, qui les ont intimement blessés dans leur chair, en fait. Mhm.
Et toi, est-ce que tu as un exemple aujourd'hui voilà, de ce que de personnes que tu admires, pour avoir osé leur vulnérabilité? Alors, c'est vrai que j'en ai plusieurs. J'ai vraiment plusieurs personnes. Et c'est marrant parce que la première personne qui me vient, ben c'est hier, en fait. Hier, j'étais en formation, donc pendant 3 jours sur, donc les bases, vraiment les bases de la PNL. Et finalement, durant ces 3 jours, il y a une personne avec on va dire, un statut particulier, et qui a finalement osé exprimer une peur profonde qu'elle avait d'elle vis-à-vis d'elle-même, et donc elle l'a exposée en groupe. Et je suis toujours fascinée finalement quand je rencontre un être qui ose. Donc tu vois, bah, par exemple, c'est quand tu oses toi par rapport à oser les larmes, oser l'émotion pendant que tu exprimes ce que ça représente pour toi, ce à quoi tu rends hommage. Voilà, ça c'est pour moi, c'est vraiment, c'est un modèle. La personne que j'ai eue en formation cette semaine, c'est un modèle. Et finalement, ben, je crois que il y a vraiment quelque chose qui m'émeut profondément, ce sont les enfants. C'est les Hmm. enfants. Parce que les enfants, il n'y a pas de filtre au niveau de la vulnérabilité. Il y a, bien sûr, arrivent les filtres du conditionnement à un moment donné, à un certain âge, mais je crois que je serai toujours éblouie par la capacité de l'enfant à exposer sa vulnérabilité d'une façon pure. C'est vraiment cette idée, Hmm. en fait, chez l'enfant. C'est d'ailleurs, c'est le terme, c'est le mot que j'aime énormément utiliser, c'est l'innocence. Et pour moi, l'innocence rejoint la vulnérabilité et la vulnérabilité rejoint l'innocence. Et c'est vraiment comme une sorte de, de mélange enfin, et qui donne de la pureté. Et ça me renvoie beaucoup aussi aux animaux. Ça me renvoie beaucoup on va dire, aux végétaux. Enfin, ça me renvoie à quelque chose qui fait que il n'y a pas de réflexion sur qu'est-ce que je dois, est-ce que je dois me censurer, et comment on va me voir. C'est juste, c'est vécu, c'est pur. En fait, il n'y a pas de filtre. Donc, véritablement, effectivement, les enfants me touchent profondément dans leur être et dans leur expression de la vulnérabilité. Et c'est marrant, du coup, ça fait écho à moi. Dans l'autre bout du spectre, moi, je suis très touchée par les personnes âgées. Ça a toujours été, je fais du bénévolat dans bon, on va dire en France, on appelle ça des EHPAD ou des EMS ici, etc. Parce que à l'autre bout du spectre, je trouve que c'est beau, c'est on retrouve ça et ils retrouvent cette forme de vulnérabilité avant de passer de l'autre côté. Et moi, j'adore être là à ce moment-là aussi, là où ça lâche pas mal de choses, ça se redéconditionne dans l'autre sens. Et puis, il n'y a pas le choix aussi. Parce qu'il y a des filtres qui pètent de toute façon, des fois physiquement, etc. Et je trouve ça très touchant aussi. Hmm. Ah oui, et complètement, ça me fait très écho ce que tu dis parce que d'ailleurs les personnes âgées que j'ai pu donc accompagner dans mon parcours de soins, que ça soit âgé ou même un peu moins, finalement, comme tu dis, tous ces filtres qui pètent, pètent très souvent dans les moments les plus, on va dire, critiques. Donc Mhm. les maladies Oui. ou les accidents, etc. Et là, il y a et ça, je crois que c'est profondément mon élément. Et c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, dans mon parcours de soins. C'est que lorsqu'on nous sommes dans une chambre, par exemple, avec une personne qui est dans cette vulnérabilité-là, il y a quelque chose de tellement puissant qui se passe, alors que finalement, la personne, elle peut avoir perdu son autonomie, enfin une partie de son autonomie, elle peut être dans une peur extrême. Et finalement, pourtant, moi, je suis en admiration devant elle, comme tu dis, devant cette personne âgée, qui là est en train finalement de voir filer euh, toutes ces, euh, toutes ces capacités, que ce Les soit facultés. physique, Mhm. ouais, ses facultés exactement, voire physique, intellectuelle, enfin psychique, etc. Et en fin de compte, être dans cette puissance-là de ce qu'est l'être humain pur, Mhm. sans conditionnement et ses Sans filtres. faux sel, sans apparat, Exactement. sans plus rien. Fait. Et c'est Comme là où s'il y est avait un dépouillement nécessaire avant de la grande transition, que c'est ça. j'appelle. Oui, la grande transition, tout à fait. Mhm. Où là, c'est finalement cette vérité de l'être. En fait, c'est ça qui est beau dans cette vulnérabilité-là, c'est qu'on rejoint la vérité de l'être, de qui nous sommes profondément. Et il y a cette authenticité pure qui ne peut pas être plus que pure, puisqu'elle est dénuée de tout conditionnement, de tout filtre, etc., de tout apparat. Mhm. Et ça,
ça, à mon sens, c'est ce qui est en tout cas pour moi, une des plus belles choses que je peux vivre, déjà en étant témoin et puis en le vivant de moi à moi-même. Mhm. Mm. Alors moi, j'aimerais que tu nous partages aussi un petit peu, bah voilà, tout ton savoir et tes connaissances par rapport à la vulnérabilité que tu as pas mal étudié, notamment aussi avec le fameux livre de Brené Brown, le pouvoir de, je crois que ça s'appelle le pouvoir de la vulnérabilité. Il y a aussi un super TEDx, hein, si vous voulez aller voir, qu'elle a fait sur ce sujet, qui est très rigolo, parce qu'on peut rire aussi de sa vulnérabilité, je le répète. Et j'aimerais que tu nous parles d'abord en fait de ce mot vulnérabilité, parce que en fait, souvent on emploie des mots mais on connaît pas bien l'étymologie. Et tu vois, c'est comme intuition. Hier, je disais, mais tiens, mais en fait, c'est quoi? C'est porter le regard à l'intérieur. Tiens, vulnérabilité, finalement, c'est quoi? Alors, merci hein, du coup de me permettre ça parce que moi j'adore effectivement commencer par l'étymologie des mots. Je trouve que c'est tellement, enfin ça pose le sens déjà de base. Puis tu Et es sur une donc, chaîne où ici, les mots sont appréciés à euh, leur juste valeur. super, super. Donc dans l'étymologie, voilà, de vulnérabilité, on commence finalement par vulnus en latin, qui veut dire la blessure. La blessure, on parle aussi de vulnérar, ça veut dire blessé, ou vulnérabilis, qui veut dire qui peut être blessé. Et quand justement on creuse un petit peu dans tout ce que signifie donc vulnus, cette étymologie, ça renvoie finalement à la douleur, ce qui est vraiment écrit hein, dans le dictionnaire. Hein, c'est vraiment dans le dictionnaire de l'Académie française. C'est tout ce qui a trait à la douleur, à la coupure, à l'incision, à l'entaille, à l'atteinte, Mm. au coup, aux offenses, au préjudice, à l'humiliation, au malheur, etc. Enfin, il y a une connotation déjà qui est très, à mon sens, violente Et et, souffrante. et souffrante. Exactement. C'est vraiment relié à cette idée de souffrance. Et du coup, on comprend quelque part pourquoi, dans l'inconscient collectif, la vulnérabilité semble quelque chose duquel il faudrait peut-être s'éloigner ou en tout cas peut-être ne pas trop la ressentir parce elle peut être potentiellement donc désagréable en fonction effectivement du curseur hein, de Et vulnérabilité dangereuse. et Mm. dangereuse. Exactement. Elle est considérée, en effet, elle peut être considérée. Et suivant comment on l'a vécu, comment elle a été accueillie aussi. Parce que quand on est justement enfant, c'est de là où finalement on est le plus vulnérable. Et on a absolument besoin que cette vulnérabilité-là, d'abord, avant de pouvoir l'accueillir par soi-même, quand on est enfant, on sait très bien que de toute façon, on est dans la dépendance. Et du coup, ça va être tout ce qui va être autour de nous. Ça va être notre environnement, nos accompagnants, en fait, nos figures d'attachement, nos éducateurs, qui vont finalement avoir ce rôle-là d'accueil de vulnérabilité. Et très souvent, en tout cas, on a pu voir que voilà, toutes ces personnes, et en même temps, il n'y a pas de notion de jugement. En tout cas, j'ai vraiment à cœur qu'il n'y ait pas de notion de jugement. Les gens font comme ils peuvent, font les meilleurs choix possibles. Et si eux-mêmes ne sont déjà pas en capacité d'accueillir leur vulnérabilité ou n'ont pas été accueillis dans leur vulnérabilité, ça peut être très difficile en miroir de voir la vulnérabilité se produire. Voilà. Alors, chez un tout petit, c'est différent, mais quand l'enfant commence à grandir, parfois, il y a comme un, allez, c'est bon, stop, ça suffit de pleurer, etc. Enfin, voilà, c'est Oui, des c'est arrête de messages. chialer pour les petites filles, arrête, si t'es Voilà. un homme, arrête de pleurer, Exactement. etc. Mm. C'est ça. Et du coup, c'est un paradoxe qui est ultra violent de passer à un moment donné, c'est OK, l'enfant il pleure, etc. Ou encore même parfois, même non, mais il faut le laisser pleurer. Enfin voilà. Après, bon, il y a des courants, bref, peu Oui. importe. C'est dans l'idée, c'est juste de se dire qu'il y a une vulnérabilité, on a besoin de l'extérieur pour qu'elle soit accueillie, pour que l'enfant il apprenne à l'accueillir et être en sécurité avec sa vulnérabilité. Donc du coup, de quelque chose qui est douloureux, qui a une connotation douloureuse, finalement, ça va pas être aidant de ne pas être dans cet accueil de vulnérabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties non accueillies. Et je dirais, en plus, pour les personnes ultra sensibles et tout ce qui concerne la neurodiversité, il y a un terrible besoin d'être accueilli tel que l'on est, dans ce qu'on ressent, dans cette intensité, Mm. parce que c'est déjà très très douloureux. En fait, il y a cette Mhm. vulnérabilité, plus il y a cette intensité émotionnelle. Donc, il y a encore plus, je dirais, besoin de d'être dans cet accueil, et évidemment pour tout le monde, hein, puisque c'est valable évidemment pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a cette douleur-là qui est tellement forte que waouh, il y a besoin d'être entendu, écouté, soutenu, reçu, en fait, tel quel, sans jugement, sans devoir déjà conditionner l'être à devenir soit parfait, soit fort, soit voilà, ou en faisant plaisir, en se dépêchant, etc., comme nous le rappellent Les fameux drivers. les fameux drivers, en fait. C'est vraiment Mhm. ces injonctions voilà, qu'on nous fait acquérir.
au fur et à mesure de notre vie, quoi. Donc voilà, cette étymologie-là, elle est puissante, elle est forte et elle est un véritable conditionnement par son étymologie. Donc, elle est à, comment dire, à assouplir, à accueillir, elle est à rendre complètement légitime. Voilà, c'est ça en tout cas, à mon sens, Hmm. ce qui est le premier message de cette étymologie-là. Alors, merci pour cette entrée dans les profondeurs de l'analyse de ce mot. C'était vraiment sympa. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le travail de Brené Brown, c'est un petit peu, c'est une femme qui a travaillé dans la recherche, les études marketing, un petit peu comme moi. Et elle a étudié ça pendant tellement longtemps sur elle-même, sur les autres. Je trouve ça fascinant pour arriver à faire ses livres sur toute la honte, la vulnérabilité, etc. Et j'aimerais bien que tu nous parles des 4 mythes qu'il peut y avoir autour de la vulnérabilité, dont, tu sais, le fameux, bah, voilà, être vulnérable, c'est être fragile et faible aussi. Exactement. Et tout à fait, du coup, Brené Brown, elle a elle-même, en plus, elle l'a tellement testé par rapport à elle, comme elle dit. D'ailleurs, j'ai adoré parce qu'elle, elle parle de, du coup, sa dépression dans son livre. Elle met dépression, vous savez, elle raye Oui, dépression je pour à l'adore. côté, voilà, ça mettre éveil spirituel. Finalement, et pour elle, ça a été, puisque c'est sa thérapeute hein, qui lui a Je lui ai dit proposé ça, ouais. cette vision, voilà. Et finalement, waouh, elle qui on sent hein, vraiment le soi fort, hein, qui est quand même très très présent et où finalement elle d'avoir osé justement transcender même sur scène dans sa conférence où après elle a jamais voulu regarder cette conférence tellement elle avait cette forme de honte. En effet, elle nous parle de quatre des 4 mythes qui sont bah, notamment le premier mythe que la vulnérabilité est vue comme une faiblesse. Finalement, là, c'est, en tout cas, à mon sens, c'est totalement se tromper sur la nature de la vulnérabilité, parce que, comme on dit en plus toutes les deux depuis le début, c'est au contraire cette fameuse puissance qui va être là où se trouve le véritable courage dont on parlera tout à l'heure, parce que évidemment, cette vulnérabilité-là, elle fait appel à ce côté incertain. En fait, la vulnérabilité, c'est vivre quelque chose d'incertain dans un futur ou là, dans un présent incertain, on est face à quelque chose. Waouh. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aime beaucoup. Elle fait la référence à ce que je disais dans ma conférence avec une personne qui lui a dit, mais en fait, être vulnérable, c'est comme être nu sur scène Hmm. et espérer recevoir des applaudissements plutôt que des rires, par Hmm. exemple. Et ça, je trouve que c'est assez fou parce que c'est ça, c'est finalement, en fait, on se montre nu. Il y a vraiment une question de nudité. Et finalement, c'est se tromper que de considérer qu'être vulnérable et être dans une forme de vérité, enfin, être dans cette totale vérité intérieure, de ressenti de ses émotions, c'est penser qu'en fait, on est faible. Parce que, en tout cas, elle c'est ce qu'elle en dit. Elle dit non, au contraire, c'est le véritable courage. Donc, c'est une vision qui est complètement inversée. On passe de la faiblesse au courage. Donc, c'est dommage de passer à côté de ça. Pour continuer avec les mythes, c'est aussi ce fameux la vulnérabilité, moi, jamais. C'est le côté non, la vulnérabilité, elle passe pas par moi. En tout cas, je sais pas, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est être vulnérable. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque part rejeter la vulnérabilité. Et rejeter la vulnérabilité, c'est aussi finalement se rejeter soi-même. C'est rejeter tout le vivant qui est à l'intérieur, toute cette émotionnelle, toute cette vie qui veut tout simplement exprimer ce qui est difficile, ce qui est donc incertain et ce qui fait peur, affectivement. Donc, voilà, souvent, il y a ce côté peut-être peur de l'engagement. Voilà, ça fait écho à ça, l'engagement, que ça soit dans les relations, que ça soit même dans le travail. Enfin, tout ce qui peut finalement éviter enfin, tout ce qui peut être de l'ordre de l'évitement, éviter de vraiment s'engager dans quelque chose de profond et de plutôt rester dans des zones un peu de contrôle. Voilà, ça c'est la vulnérabilité. Moi, ça fait deux. Et puis, quand Dans on se perd dans l'enfance, on se dit, ben, si je m'expose, c'est aussi donner à l'autre l'opportunité de se servir de ce que je dis, qui va se retourner contre moi. On en parlait tout à l'heure. Et du coup, exactement, si c'est aussi un driver qui reste fort à l'intérieur, eh bien, mais ça nous évite finalement de rencontrer les bonnes personnes, celles qui ne vont pas se servir de ces mots contre nous. tout à fait. C'est exactement ça. C'est le principe que finalement, plus je vais m'ouvrir, plus l'environnement va s'ouvrir aussi à moi, et plus je Mhm. vais même aider à permettre l'autre d'être encore davantage dans sa vulnérabilité. Et oui, je Et tout l'autorise à être à vulnérable fait. si je le suis. Euh, Oui. c'est ce que je fais parfois avec mes clientes qui sont un petit peu perturbées.
Euh, des fois, elles me demandent en début de séance aussi comment tu vas. Mais moi, j'entends vraiment la question et je leur dis vraiment comment je vais. Et je suis capable d'avoir une larme ou quelque chose et de passer tout de suite après à quelque chose, mais je suis dans ma vérité. Et moi, j'estime que quand on me pose la question, bah, je dois y répondre de manière authentique. Ça n'empêche pas que je puisse faire mon travail la minute d'après. Mais au moins, je pose ce qu'on me demande et je trouve ça beau et je continuerai à le faire autant que possible. C'est magnifique. Mm. C'est magnifique parce que, comme tu dis exactement, c'est ce côté s'auto-autoriser et permettre l'autre à être. Et ça, en soi, finalement, de quoi avons-nous besoin plus que de juste être avec ce qui se passe à l'extérieur, être avec ce qui se passe à l'intérieur, et finalement juste rayonner Mm. ça, et en aucun cas c'est une faiblesse de ressentir, c'est juste vivre. Et c'est ça qui fait que justement dans les autres mythes de la vulnérabilité, on voit que parfois il y a ce côté, alors ça on peut le voir avec la télé-réalité ou les réseaux sociaux, des fois c'est que c'est penser que la vulnérabilité est le fait de tout dire. Un petit peu comme si Mm. on devait déverser finalement ce qui se passait pour nous, ce qui était douloureux, enfin voilà. Et là, par exemple, Brené Brown, elle dit vraiment que la vulnérabilité, elle marche aussi sur le fait d'être dans une forme de réciprocité. C'est ce que tu dis avec tes clientes. C'est qu'à ce côté, elle te demande comment ça va. Et toi, tu es là dans cette authenticité. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va commencer par dire, bah voilà, comment allez-vous? Et moi, hop, d'un seul coup, parce que moi, et voilà, l'idée est de déverser un petit peu, voilà, avec des pleurs ou énormément de choses, alors que peut-être en face, on n'est pas prêt à accueillir aussi la vulnérabilité de l'autre, parce qu'il y a besoin de créer, en tout cas, c'est ce qui participe à ce climat de confiance, c'est que quelque part, en face, il y a comme une capacité d'accueil à la vulnérabilité. Il y a comme une sorte de préparation, il y a quelque chose d'implicite qui se vit et on n'est pas là. En fait, on se retrouve pas avec la vulnérabilité de l'autre personne, où on balance pas un peu toute notre vulnérabilité dans Mais les comme bras du de l'autre. vomi, presque. Oui, Mhm. ouais, c'est un peu déballer un Mm. sac. Et c'est là où ça peut plutôt être dans la recherche de l'attention. C'est Mm. ça, ne pas confondre le fait de tout dire, plutôt qu'il va avoir une intention de rechercher l'attention, peut-être même de l'affection de la part, voilà. Et ça, je pense qu'on peut le percevoir notamment sur les réseaux sociaux Mm. ou Mhm. la télé-réalité, où il y a quand même pas mal de formes, en tout cas de déballage un peu parfois, voilà, qui peuvent parfois heurter certaines personnes qui sont pas prêtes à accueillir ça. Mhm. Et pour le quatrième, on va dire, oui, quatrième mythe sur la vulnérabilité, c'est vraiment cette idée de aussi faire cavalier seul. Elle parle de faire cavalier seul, c'est-à-dire bah, quelque part de, bon, un peu dans cet individualisme qui finalement se dire, bon, la vulnérabilité des autres, moi, je m'en occupe pas, et la mienne non plus. Enfin, finalement, je sais me débrouiller toute seule. Et elle le dit qu'elle, finalement, c'était un peu son mode de fonctionnement. C'est, voilà, je suis un peu, je me débrouille seule, et en effet, je serai forte, et j'ai besoin de personne, en fait, quelque part. Mm. Voilà. Et Et du puis, coup, ça nous évite d'être en lien c'est et ça. ou d'auto-saboter des liens pour rester fidèle à ce je veux faire cavalier seul. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment derrière, en plus, c'est ça, j'ai beaucoup de tendresse aussi pour ça Mm. parce que il y a vraiment ce côté, finalement, j'ai certainement été très blessée dans le lien. J'ai Mm. certainement été, j'ai certainement vécu des choses qui ont fait que bah, cette stratégie-là était la meilleure pour moi à ce moment-là. Et je sens que, en tout cas, ça marche. Mais peut-être que oui, parfois, je sens que je me coupe. Mais ça peut être trop difficile de penser que je me coupe. Ça peut être mieux de penser que de rester dans ce schéma-là va pouvoir continuer de me sauver la vie quelque part. Mm. Alors qu'en fait, effectivement, il y a un coût à ça. Alors, justement, on va passer à ça. Et pour moi, c'est une partie très importante. Mm. C'est le coût de la protection contre la vulnérabilité. Souvent, quand on parle de concept, on ne va pas assez dans le coût de ne Mm. pas y aller. Et là, j'aimerais qu'on passe donc un petit bout de temps là-dessus. Parce que ça a des implications, en fait, de ne pas oser la vulnérabilité. Et oui, tout à fait. On voit que finalement, un des premiers coups de se protéger en fait de la vulnérabilité et de la voir telle que, en même temps, elle s'exprime, c'est-à-dire comme une douleur, comme une souffrance, c'est de se déconnecter complètement émotionnellement de soi. Ça, Hmm. c'est finalement, en effet, soit de s'anesthésier, soit d'étouffer, soit vraiment de se blinder.
c'est vraiment couper finalement le fil direct avec la vie profonde qui nous Mm. anime. Et ça, c'est un coût qui, en fait, est exorbitant parce que Exorbitant. Mm. qui je suis finalement si je me coupe réellement de ma vérité, de ce que je ressens, de qui je suis, de mon authenticité. C'est qui je suis si je me coupe de finalement ce qui est en train de s'exprimer et de se vivre à l'intérieur de moi. Et évidemment que si on se coupe, c'est parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Sauf que l'idée, c'est de comprendre que l'idée, c'est d'acquérir maintenant d'autres moyens qui vont permettre de passer à ce côté je subis à quelque part maintenant je choisis de la vivre. Et vraiment, se couper de cette vulnérabilité-là, c'est se couper de nos ressentis aussi, hein, dans un deuxième coup, si on parle un petit peu sous forme de 1, 2, 3, 4, c'est ce deuxième coup, c'est de se couper de se ressentir que je suis en vie. Je Mm. suis en vie parce qu'en fait, ressentir la vulnérabilité, elle est quelque chose de l'ordre de l'être humain. Elle correspond à cette vivance de l'être humain qui finalement est indiquée souvent par c'est la honte. Souvent, il y a cette idée de vulnérabilité, c'est aussi la peur d'être donc abandonné, rejeté par rapport à ce qu'on est, par rapport à comment on va s'exprimer, la façon dont on va s'exprimer. C'est ce qui nous permet de nous sentir vivants. Finalement, on a le droit de ressentir la honte, puisqu'en plus, elle a été acquise. C'est-à-dire que quand on est enfant, on n'a pas il n'y a pas cette idée de honte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette idée de pudeur, de Oui. finalement sans filtre. C'est que la honte n'existe pas. La honte est un conditionnement. Et donc, ce qui nous empêche d'être de plus en plus vulnérables, plus on grandit, c'est que finalement, c'est cette peur de la honte qui finalement, elle signale de notre peur de nous déconnecter du monde. On a peur de perdre le lien. En fait, Mm. la honte, c'est tel quel, c'est on a peur de perdre le lien, de ne pas mériter l'amour de l'autre, en fait, l'acceptation de l'autre, et donc c'est considéré comme dangereux. Donc d'être vulnérable, donc c'est de ressentir de la honte, c'est le côté dangereux de la chose parce que je vais perdre le lien à l'autre, je vais perdre finalement mon droit d'appartenir à un groupe ou à une famille ou à un milieu professionnel. Et waouh, et c'est risqué, c'est ultra risqué. Sauf que si je me blinde de ça, eh bien, finalement, j'essaye de me blinder de quelque chose qui est, comment dire, qui est juste inhérent à la condition humaine. Donc, ok, je peux aussi choisir d'être totalement dans l'acceptation. C'est ok, là, oui, je sens que j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce que j'ai peur qu'on me voie et qu'on m'abandonne, qu'on me rejette, qu'on me dise que je ne mérite pas l'amour. C'est la peur d'être imparfait aussi, hein. La honte, c'est ça, hein. C'est la peur d'être imparfait et d'être indigne, indigne d'être reconnu ou indigne d'amour, indigne de d'être qui je suis. C'est pour ça que pour les personnes à statut, comment dire, qui ont un statut de haute responsabilité, Mm. aller dans la vulnérabilité, waouh, ça peut être très compliqué et justement, ça peut être très risqué. Finalement, vulnérabilité égale risque dans l'inconscient collectif. Alors que finalement, vulnérabilité égale je suis en vie, je suis vivant. Je suis connecté au vivant, donc j'ai le droit, je suis juste normal et je suis légitime de ressentir ça. En fait, ça veut tout simplement dire que j'ai envie d'appartenir. Ça veut tout simplement dire que j'ai envie d'être aimé, que j'ai envie d'être considéré comme quelqu'un de bien, de quelqu'un qui a le droit d'être et d'exister. Et Alors, je c'est trouve ça aussi, intéressant aussi cette idée de coup parce que il y a beaucoup de gens et je comprends hein, qui me disent tout le temps Ah, une thérapie, même 3 séances, c'est trop cher, le coût est trop cher. Mais quand je t'entends en fait et que je vois le coût sur une vie entière de tout ça, je trouve ça intéressant en fait comment finalement les gens souvent ne voient pas euh, le bon coût en fait, si tu vois ce que je veux dire. tout à fait. Ça me parle vraiment ce que tu dis. En plus, c'est incroyable parce que c'est une discussion qu'on avait. C'est un stagiaire hier qui me posait la Mhm, question par rapport à ça. Et donc, dans ce que en tout cas, moi, bien sûr, ça n'engage que moi. Hein, ce que je veux dire, mhm, c'est ma vision. C'est que finalement le coût, que ça soit le coût, on va dire financier, mais aussi le coût de la vie, parce que pour mhm. moi, il y a vraiment un coût de la vie. C'est-à-dire que c'est un petit peu, à combien à combien déjà effectivement je m'estime moi quelque part m'investir dans ma propre vie.
parce que le risque étant effectivement de passer à côté de sa vie, à côté de soi, à côté de son authenticité. C'est pour ça qu'on parle de tout un tas de choses à forcément développer, etc. Même pour moi, le terme, j'aime beaucoup utiliser plutôt le terme dépouillement personnel que Hmm. développement personnel. Ça rejoint vraiment cette idée d'émergence finalement. Il y a tout est là. D'acceptation Voilà, plutôt que d'acceptation. de changer les choses. Exactement. C'est ça où finalement c'est comme si, alors je ne sais pas si c'est ça dans l'inconscient collectif de penser il va falloir complètement se transformer au sens comme si on Devenir la devait. meilleure version de soi, Oui, c'est ça. Parce que finalement elle est comme juste si celle là. qui existait n'était pas la bonne. Voilà, c'est ça. Il y a celle-ci qui est déjà toute présente depuis avec des aspirations. On voit, hein, il y a des enfants, ils savent déjà d'office ce qu'ils veulent. Ils sont tellement fascinés par des domaines. Moi-même, j'étais fascinée par le domaine de la nature, je pense, de la condition profonde de de ce qui est la vie. Et là, je me dis, pourquoi vouloir, enfin, pourquoi penser peut-être que c'est quelque chose qui va coûter trop cher, alors Hmm. que non, c'est simplement un investissement sur soi. En fait, le coût, il est là, c'est combien je vais investir sur moi pour être, laisser émerger l'être que je suis et être dans ma vérité et oser ma vie. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de le risque étant de passer à côté de soi-même. Parce que, Hmm. et d'ailleurs, il y a un livre, et je regrette de ne pas me souvenir du nom, du nom, mais c'est une infirmière qui a un petit peu récolté les témoignages des personnes qui sont à la fin de leur vie. Oui, les 5 regrets des personnes en 5 vies, Oui, ouais, voilà, c'est ouais, ça, ouais, ouais. merci. Et du coup, finalement, il y a ce côté de plutôt penser à ce que l'on n'a pas fait, Bien sûr. voilà, forcément, et ce qu'on aurait dû faire. Enfin, dû, je parle pas au sens de dû, il faut pas, c'est pas ça, c'est simplement ce qu'on aurait, finalement, si on avait peut-être davantage de courage, en tout cas, si on s'était relié au courage, qui est vraiment, on verra, hein, très très relié à la vulnérabilité, eh bien, il y a une vie effectivement différente qui se vit. C'est un choix et le coût, à mon sens, est très cher de ne pas envisager d'être véritablement soi-même. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est vraiment ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en individuel ou en Mhm. collectif. C'est c'est finalement quand on veut quelque chose, mais vouloir et souhaiter véritablement être soi-même, ça a forcément un coût. C'est un coût de se déconditionner. Et ce déconditionnement-là, il a besoin d'être vécu, que ça soit voilà par soi-même par rapport à un apprentissage et voilà de tout un tas de comment dire que ce soit avec les livres, que ce soit avec les formations, que ce soit avec les ateliers ou accompagné à l'aide effectivement de thérapeutes. Et c'est là où on voit la véritable transformation et on en voit les résultats. Bien Parce sûr. que, comme dit Einstein, la plus grande des folies, c'est s'attendre à un résultat différent en continuant de faire toujours la même chose. Mhm. Quelque part, c'est une question de choix, c'est une question de responsabilité. Comment je peux me responsabiliser moi, comment je peux devenir acteur de ma vie si finalement je ne choisis pas de m'investir et d'investir sur moi-même. C'est finalement que voilà, on le voit comment les choses peuvent arriver si finalement je n'investis pas un peu sur elles. Donc en fait, c'est une question de responsabilité. Absolument. Et comme tu te disais tout à l'heure, il y a une notion qui est très, très liée à la vulnérabilité. C'est même pour moi un petit peu son moteur, c'est la notion de courage. Qu'est-ce que tu penses du courage? Alors j'aime beaucoup ta vision au sens moteur parce que je vais faire un petit peu le lien avec l'étymologie encore une fois du terme courage, pareil en latin qui se dit, enfin en tout cas qui s'écrit C-O-R donc corps et qui est en fait le début de cœur qui veut dire donc cœur, Mhm. corps en latin et donc qui finalement est ce courage qui est vivre avec son cœur, qui est vivre donc avec la vie, avec ce qui se vit. Et moteur, parce que le cœur est aussi le moteur finalement quelque part du corps, de l'être, Mhm. de tout ça. Et on le sait maintenant hein, au niveau neuronal, qu'il y a aussi des neurones également. Tout ne se vit pas avec, comme le dit, j'aime énormément Thomas d'Ansembourg, qui Mhm. dit vraiment, on essaye de gérer en tout cas les choses avec la raison. Alors, c'est très bien de gérer les choses avec la raison. Et en même temps, il y a cette idée de grand contrôle. Alors que là, au niveau du cœur, c'est vraiment vivre effectivement avec ce courage de ressentir les choses, de ressentir cette vie et de vivre véritablement sa vérité, son authenticité. Et donc, c'est là où est le véritable courage. Le courage ne vient pas de la tête, hein. Il y a Mhm. la tête vient au service du cœur. Et là, c'est là où finalement ce discernement arrive, mais le moteur avant tout est émotionnel.
Mm. Et c'est ce courage-là, finalement, qui va aider à vivre cette vulnérabilité, qui va être dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui se vit là, de cette, oui, peut-être de cette blessure, de cette douleur, de cette peur, de cette incertitude, de, comme on disait tout à l'heure, de se retrouver sur scène et puis d'espérer davantage des applaudissements, même si on ne sait pas la recherche des applaudissements. C'est pas ça qu'on cherche. C'est juste, finalement, on préférerait vivre ça plutôt que effectivement qu'on soit vu comme quelqu'un indigne ou quelqu'un Mm. d'imparfait ou quelqu'un de voilà tellement bourré de défauts. Non, là c'est ok. C'est on se connaît, on sait qu'on est humain, on sait que voilà on est comme elle le dit d'ailleurs dans son livre pareil Brené Brown de son autre livre sur la grâce de l'imperfection. C'est finalement comment accueillir cette imperfection là qui est finalement la perfection étant une illusion totale et la vraie beauté étant dans ces blessures. C'est Rumi aussi, le poète Mm. que j'aime profondément, qui dit la blessure est l'endroit dans lequel la lumière entre en vous. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en plus, il y a cette idée de poésie qui est là. Donc finalement, le courage, c'est être en poésie avec la vie pour moi. Mm. Il y a vraiment cette idée-là. Et en aucun cas, c'est de la faiblesse. Au contraire, là est la véritable force. Là est la véritable c'est se oser avec audace, comme elle le dit, Brené Brown. C'est oser avec audace, c'est être avec la vie. Donc, c'est profondément oser être soi-même. Donc, Et surtout accepter aussi la réponse hein, de la vie, qui peut oui, être, comme tu dis, des tomates ou etc. Mais de se dire, bah, je prends mes peurs sous le bras, j'y vais, je les mets dans mon sac, mais j'y vais et on verra bien. Et si je sais accueillir le oui et le non, le rejet ou les applaudissements, alors j'ai tout gagné en fait. oui, exactement. C'est finalement, en fait, c'est ce côté. L'intention est tout simplement de vivre avec ce qui est là à l'intérieur de moi. Et quelque part, l'extérieur n'a aucune prise. Le courage, c'est ça. C'est OK, en fait, je suis OK pour prendre, pour tout prendre, pour prendre véritablement entièrement tout ce qui va se vivre. Parce que je Mm. suis entièrement avec moi-même. Du Mm. coup, finalement, en effet, il peut y avoir ces rires, ou il peut y avoir ce rejet, ou finalement, on peut me laisser tomber sur un projet, ou je peux vouloir déclarer ma flamme à quelqu'un. Et en fait, non, ça se fait pas. Mais moi, il y a quelque chose en moi qui va avoir été vécu et finalement, je vais avoir vécu entièrement dans ma vie. Enfin, je vais avoir vécu entièrement ma vie. Et ça Et s'imprime pas dans le corps parce que ça n'aura pas été sorti. exactement, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de blessure qui se vit puisqu'il y a une acceptation profonde et totale. Donc, c'est comme s'il y avait la place pour tout et que tout était accepté et que finalement, c'est vraiment, à mon sens, pour moi, ce yin et ce yang, c'est finalement cet Mm. total équilibre. On accueille tout ce qui est. Recevoir, donner, recevoir. C'est ça, exactement. Ouais. Cet équilibre qui nous dit tout est là et finalement je suis OK pour accepter tout de la vie parce que moi je suis la vie et en fait de toute façon elle me guide dans ce qui est bon pour moi. Et surtout, ça remet en perspective l'échec et la peur de se tromper. C'est si j'accepte tout ça, je ne peux pas me tromper en fait. Je suis toujours dans la vérité. Oui, tout à fait. C'est ce que effectivement j'aime beaucoup ce que tu dis, ça me touche profondément parce que ça va être c'est très relié à en tout cas ce que je peux transmettre de ce qu'on m'a transmis hein, au sein de la PNL, c'est Mm. vraiment l'échec, c'est du feedback, c'est juste en fait l'échec n'existe pas, c'est ce que Nelson Mandela dit, c'est soit je gagne, soit Que j'apprends. j'apprends. Mhm. Voilà. Et finalement ça comme tu dis, ça remet complètement en perspective, c'est tout simplement je vais retenir peut-être je sais pas une leçon ou en tout cas quelque chose d'intéressant sur ce que je peux faire différemment maintenant, mais en aucun cas, je vais pouvoir m'accabler de ce que je n'ai pas bien fait, par exemple, parce que souvent c'est ça, hein, les injonctions, ce que je n'ai pas bien fait, ce que j'aurais dû faire, ou en tout cas, comment j'aurais dû peut-être être différent. Et là, non. En fait, j'ai juste été moi-même tel que je suis. Mm. C'est très beau ce que tu dis. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle du chemin qu'on peut prendre pour aller vers plus de vulnérabilité. On imagine bien que pour certaines personnes, ça se fait pas tout d'un coup. Est-ce que pour toi, il y a un chemin un peu plus voilà sécuritaire dans lequel on pourrait aller pas à pas vers un peu plus de vulnérabilité chaque jour? Hmm. Alors, c'est là où là, ça demande effectivement beaucoup de courage. C'est là où où le courage va commencer en fait. C'est que déjà et ce fameux investissement, comme tu disais, le coût dans tous les sens du terme, c'est que c'est cette idée de s'accueillir.
s'accueillir, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans les concepts et les principes d'autocompassion, de compassion. D'ailleurs, autocompassion, on va dire que c'est un peu un mot barbare parce que finalement, dans sa véritable essence, la compassion, elle est censée être en général que ça soit d'abord pour Ben soi-même. oui, Et voilà. Donc, mais nous, en Occident, on a un peu on de est mal. obligé de le spécifier. Oui, on a un peu de mal comme si mais c'est pas normal d'être en autocompassion, enfin d'être tourné vers soi-même. Et donc là, l'idée, c'est de s'accueillir. C'est vraiment, d'ailleurs, ce qui est difficile parce que quand on est déconnecté, s'accueillir, ben voilà, déjà on voit pas l'intérêt. Ensuite, si on trouve que c'est pas essentiel, voilà, que c'est une perte de temps, etc. Ben on va pas comprendre d'ailleurs ce que c'est que ce concept de s'accueillir. C'est-à-dire, c'est d'accepter inconditionnellement notre condition humaine. Mm. C'est le simple fait d'être un être humain qui est normal, d'avoir peur de perdre le lien, d'avoir peur de perdre une considération, d'avoir peur de perdre une sorte de dignité, etc., d'avoir peur de, de, de se tromper. Donc, de simplement se rejoindre, hein, on parle vraiment aussi dans l'idée de compassion, c'est rejoindre une sorte d'humanité commune. Mm. Cette humanité commune qui va faire que je ne suis pas seule, finalement, à ressentir de la honte, de l'incertitude, de la peur, la peur de perdre ce fameux lien, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être, voilà, toutes les formes de blessures qui peuvent venir nous toucher. Donc, Comme déjà, tu dis, ce sont toutes des émotions qui existent dans la palette des émotions. Donc, par essence, elles sont dans la nature et tout ce qui est dans la nature est utile et accueillable. Enfin, exactement. mm. C'est finalement, c'est juste légitime. Oui. Ça témoigne tout simplement de l'être humain que l'on est. Mm. Ça n'est pas possible de vouloir, alors sauf à moins de vouloir devenir un robot. Mais en tout cas, c'est impossible. C'est juste ce que l'on est et ce avec quoi on est venu au monde. On voit bien que le bébé, lui, il parle avec, il est relié tellement pleinement à ses émotions et c'est ce qui le permet d'ailleurs d'être entièrement dans la vie. C'est ce Mhm. qui fait que un enfant est extrêmement courageux. Et c'est pour ça, moi, ce côté, ce modèle de courage qui est que sans ce filtre, parce que l'enfant, il va s'accueillir, il se dit pas, je suis pas assez, parce que c'est ce Oui, que Brené Brown me dit d'ailleurs, c'est que c'est cette peur de ne pas être assez. bien sûr. L'enfant ne se dit jamais, je ne suis pas assez, il se dit, il est juste comme il est. La nature, quand on regarde la nature, si on élargit vraiment les dimensions à la vie en général, la nature se dit pas, mais je suis moins belle que la fleur d'à côté. Elle se- Juste, elle est, la nature est. Et à mon sens, ces grands principes, ces grands paradigmes de, voilà, que ce soit les enfants, la pureté de la naissance et le développement de l'enfant et la nature en soi, c'est vraiment comprendre qu'il y a, c'est juste cette acceptation inconditionnelle de ce qui est au présent. Voilà, donc ça déjà, c'est commencer à s'accueillir en sécurité. Alors, quand c'est trop difficile, évidemment, ça demande d'être accompagné. Donc, d'avoir Mhm. quelqu'un qui va nous accompagner, tout simplement parce que c'est nécessaire à un moment donné qu'il y ait une référence externe Un pour miroir. pouvoir, voilà, exactement, en miroir, pour pouvoir se construire de façon interne. Et c'est ce qui fait Mm. que le courage déjà de faire le premier pas, d'oser aller se faire aider, accompagner, peu importe le nombre de séances, mais déjà, c'est d'avoir cet investissement sur soi, sur le fait de s'accueillir, plutôt que de vivre une vie qui n'est pas la sienne, Mm. qui est teintée de stratégies, d'évitement, de conditionnement, finalement en pensant qu'on est dans une sorte de vérité, alors que finalement on est dans une illusion la plus totale en fait, on pense qu'on est conscient, mais finalement on est juste, on essaye tout simplement d'éviter de ne pas rencontrer justement cette fameuse vulnérabilité, éventuellement ces émotions, ou de rester un petit peu à distance de cette vie-là, alors qu'en fait, c'est plus on va y aller, plus non seulement on va rencontrer notre puissance et notre force, et en plus, plus on va attirer ce qui est bon pour nous et ce qu'on a envie d'ailleurs de toucher. Et donc voilà, donc c'est ça qui va nous aider au début à créer cette sécurité, parce que la clé pour être dans cette idée de courage, c'est parce que on est dans le courage, parce qu'on est en sécurité avec soi-même. Mhm. Fait que Mhm. comme tu disais tout à l'heure très justement, c'est que c'est ce qui fait qu'on est OK pour accueillir tout ce qui va se passer dans la vie. Mhm. Pour ce qui est de cette idée de s'accueillir, Ouais. Ça, c'est le début du chemin. oui, tout à Mhm. fait. Tout à fait. Ensuite, l'idée, c'est que forcément, depuis cet accueil-là, qui peut prendre un peu de temps, et c'est OK que ça prenne du temps, c'est normal, le temps est à la mesure de si on a été accueilli ou pas, de si on s'est accueilli nous-mêmes, de si on a appris
que finalement cette vulnérabilité-là, elle n'était pas un problème, Mhm. voilà, mais qu'au contraire, elle était notre plus grande force. Et du coup, après, c'est là où arrive cette transformation. C'est là où on peut, quand on commence à être déjà dans cette acceptation inconditionnelle de soi, de ses défauts, de l'être compensé qu'on devait être, ou de se dire, waouh, il y a un delta trop important entre ce que je pense que j'aimerais être, en fait, à qui j'aimerais ressembler, etc. Alors que finalement, non, ce que je suis est amplement suffisant et ce que je suis est déjà magnifique. Là peut commencer cette idée de transformation, cette idée de finalement comment, ben, en effet, en plus, on le voit avec cette idée de plasticité cérébrale, Mhm. ça, hein, finalement, qui va nous aider avec tous ces outils que les accompagnants peuvent nous apporter. C'est comment je transforme, comment ma plasticité cérébrale, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que déjà tout est présent. On a une fabuleuse capacité à se transformer intérieurement, que ça soit physiologiquement, enfin dans toutes les dimensions de notre être, hein, que ça soit Il est mental. jamais trop tard. C'est La ça. plasticité, c'est à vie. Exactement, exactement. Et j'adore. L'autre fois, d'ailleurs, tu étais présente quand j'en ai parlé, quand Pascal Michelon, qui est donc docteur en neurosciences et qui travaille au sein de l'Observatoire de la sensibilité, m'avait vraiment, enfin, nous avait expliqué, mais c'était dans le cadre de ma formation à l'Observatoire, nous avait dit que finalement, la plasticité cérébrale, elle était jusqu'à la fin de notre vie. Donc, je me suis dit, mais waouh, ce qui est génial, c'est que déjà d'une, quand j'entendrais quelqu'un qui dirait, non, mais moi, c'est trop tard, je peux pas changer, je dirais, écoute, les neurosciences disent que non. C'est, voilà, la plasticité cérébrale, elle est jusqu'à la fin de sa vie. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire que voilà, il est jamais trop tard, comme tu le dis très justement, pour pouvoir se transformer. Et ça, c'est soit seul ou soit avec en étant accompagné. Mais Mhm. effectivement, ça demande, encore une fois, un investissement en se disant quelque part un peu en étant en réunion avec soi-même, en se disant qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je Mhm. choisis, est-ce que j'ai envie de garder la vie qui est que j'ai là aujourd'hui, ou est-ce que finalement j'ai envie de tendre vers quelque chose où je vais Mhm. me sentir peut-être davantage vivant et où là je vais avoir l'impression d'être pleinement, entièrement engagée dans ma vie et vivre ma vie en effet avec courage. Mhm. Et quand cette transformation se crée et continue de s'installer, finalement, il y a quelque chose, je parle en connaissance de cause, puisque avant, moi, j'étais quelqu'un qui était, surtout, je ne voulais absolument pas me montrer, surtout quelqu'un de très, 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 très inhibé pour les personnes qui, en tout cas, qui sont reliées à la théorie polyvagale, parce que j'ai été Oui. accompagnée. Voilà, j'ai une formation à ce sujet. J'étais plutôt, moi, c'est plutôt le dorsal qui régissait Mhm. ma vie. Et du coup, là, moi, le simple fait d'avoir généré tout ça par moi-même et en même temps par rapport à des accompagnements, aujourd'hui fait que, ben, comme tu as vu, j'ai pu faire ma première conférence et en même temps être là avec toi et pouvoir Mhm. faire ça chose avant qui était impossible. Et je Mhm. remercie profondément que ça soit, voilà, toute la sphère émotionnelle et toute ma sphère, on va dire, mais que ça soit physique ou que ça soit intellectuelle, qui m'a permis de façon collective ma transformation en fait. Mhm. Ça que je peux en tout cas que incarner ce que je suis en train de dire par le simple fait de là où je viens. Et Mhm. c'était catastrophique, on va dire, depuis l'école, j'osais même pas lever la main, j'avais le cœur qui battait dans tous les sens. Enfin bref, c'était très très dangereux de m'exposer. Et là, je suis en train de continuer à transformer ça. Et donc, en troisième, on va dire, en troisième partie, donc quand on commence à s'accueillir, qu'on transforme, et qu'ensuite, eh ben, on peut se permettre donc de recréer sa vie ou de la créer, c'est-à-dire en allant, en allant, grâce à tout cela, transformer des événements et recréer tout ce qui a pu être bah, parfois négatif, des fois très douloureux, des fois très traumatisant. Effectivement, Reconstruire des croyances positives. voilà, reconstruire des Mhm. actives, sortir d'états qui étaient paralysants ou en tout cas qui nous faisaient vivre toujours les mêmes Chose. schémas. Voilà, Mhm. c'est ça. Et c'est finalement, en fait, non, c'est complètement intégrer sa puissance personnelle. C'est complètement, au contraire, intégrer ce courage. C'est complètement être investi avec soi et donc forcément être investi dans le monde. C'est, euh, c'est tout simplement vivre sa véritable authenticité. C'est vivre avec ce qui est et ne plus essayer d'éviter ou essayer d'utiliser effectivement des stratégies pour contrer. C'est non plus rejeter. C'est au contraire, c'est pleinement accueillir parce que je vais déjà avoir fait
finalement, je vais avoir œuvré de moi à moi-même pour m'accueillir dans toutes mes dimensions. Donc, je suis en capacité d'accueillir la vie dans toutes ses dimensions. Hmm. Finalement, je vais moins être possiblement parfois dans comment dire, des hauts Des extrêmement débats hauts, voilà, extrêmement et des forts. bas, et voilà, c'est ça. On va plus passer à quelque chose Dans une davantage. fenêtre de tolérance plus Oui, acceptable pour nous. Mhm. exactement. Et du coup, c'est beaucoup plus reposant. Il y a ça aussi. Hmm. Il y a le côté, waouh, on touche une dimension, en tout cas, une Ça sorte. détend le corps. Oui, c'est ça. Ça détend le corps. Vraiment, on tend davantage vers cette paix intérieure, vers vraiment une sorte d'harmonie de tout l'être, et finalement qui nous permet d'aller vers une harmonie de vie. J'ai envie de dire ça, une harmonie de vie dans notre puissance. Et ça, je trouve que là, on récupère vraiment tout ce qu'on a pu laisser de côté. Et ça, c'est ça, être véritablement accepter cette vulnérabilité-là. Alors, moi, tu sais, j'aime bien aussi faire l'avocat du diable. Et je me dis, tiens, quelles sont les questions que certaines personnes pourraient poser en disant, mais oui, mais c'est bien gentil tout ça. Mais moi, je suis dans une entreprise. Alors, moi, j'accepte d'être vulnérable, mais au final, on rejette tout ce qui est dehors de la vulnérabilité. J'ai l'impression que quand je viens au boulot le matin, tout le monde a mis ses émotions au placard. Et c'est quand même 8 heures par jour de ma vie où j'ai bien compris que m'exposer, ça me crée plutôt plus de problèmes que de bénéfices. Il y a ça. Il y a aussi, moi je me dis toujours, mais attends, qui nous représente aussi sur cette terre? Ce sont les politiques, les gouvernements. Et j'étais en train de me demander la dernière fois que j'avais entendu un politique être vulnérable et s'excuser des choses qu'il avait peut-être mal fait avant. Je pense que je ne l'ai jamais entendu. Et je me dis aussi, ces personnes sont censées nous représenter et donc le fameux lead by example. Et je vois pas beaucoup d'exemples du vulnerability. Je vois beaucoup de force, beaucoup de c'est moi qui ai raison et mes prédécesseurs sont nuls et voilà. Donc voilà, deux interrogations. Alors je te laisse la liberté de répondre dans l'ordre que tu veux, mais ça m'intéresse d'avoir ton opinion pour conclure aussi cette interview. Merci pour, j'aime énormément, profondément, parce que là, on parle en plus d'une dimension d'exemple, et je suis très attachée à ça. En tout cas, quand je dis attachée, c'est pas au sens être au sens de l'attachement, c'est au sens où pour moi, c'est une telle vérité déjà, parce que euh, à mon sens, être, on va dire leader, c'est déjà, en effet, c'est montrer une sorte d'exemple, avec tout en gardant cette idée d'humilité. C'est-à-dire, déjà, s'il y a une transformation à avoir, en tout cas, c'est par moi-même. Si je veux transformer les choses dans un pays ou dans une entreprise, qu'est-ce que je fais déjà moi? Comment est-ce que moi, je peux montrer effectivement, mais pour moi, je rejoins tout enfin, je rejoins beaucoup de choses à la famille. D'ailleurs, Hmm. quand j'ai vécu le coaching d'entreprise, le coaching business, j'ai été submergée d'émotions parce que pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher, mon cerveau à associer de toute façon les choses à entreprise égale famille. C'est-à-dire, évidemment, C'est un système comme un autre. voilà, exactement, un système comme un autre. Et évidemment, les enjeux sont différents sur ce qui est demandé, et en même temps, ce sont des êtres Mhm. humains qui se rejoignent pour une vision. Et dans la famille, c'est également ça. Et donc, en étant dirigé, il y a forcément cet effet miroir qui fait que on va être dans l'imitation et on va avoir envie aussi de rejoindre. Et surtout, on peut pas avoir confiance, si on ne se sent pas, si on ne sent pas qu'on peut pas rejoindre et les valeurs et le comportement et tout ce qui va, on va dire, transpirer et tout ce que la personne va transmettre si elle n'est pas véritablement elle-même, si elle n'est pas authentique. Et ça, de toute façon, ça, c'est un frein à l'authenticité. Donc, c'est forcément un frein, que ça soit en entreprise, à la performance, ou que ça soit au niveau plus large, c'est-à-dire gouvernemental. Si on voit que la personne, elle est beaucoup plus fixée sur des choses qui vont être davantage, pour moi, j'appelle ça une sorte de superficialité, c'est-à-dire de vaincre, d'être fort, etc. C'est pas l'idée, c'est ok de vouloir être fort, sauf que c'est se tromper de chemin. En fait, à mon sens, c'est se tromper de chemin. C'est Aujourd'hui, on pas par entend là. par exemple en France, tout est réarmement, Oui, vocabulaire guerrier absolu. Moi, ça me oui, choque un peu. c'est exactement ça.
ça me parle tout à fait ce que tu dis. Ça me renvoie en plus comment dire, à une personnalité que j'aime énormément. C'est Hubert Reeves. C'est un astrophysicien qui est connu, qui aussi œuvre enfin, œuvrait, puisqu'il est décédé, mais à mon sens, Hmm. il reste toujours dans l'histoire pour la nature et pour les humains. Et je me souviens, j'avais acheté son livre, et quand je l'ai lu, dessus, à un moment donné, il a dit il est temps de réhumaniser l'humanité. Et là, waouh, c'est une phrase enfin, qui a vraiment fait écho à l'intérieur de moi en me disant, mais bien sûr, cette sensibilité-là qui, quand on parle effectivement de réarmement ou quand on parle effectivement de notions de force et de puissance, mais qui vont baser plutôt sur le côté guerrier, et ben moi déjà, je m'y retrouve pas. Et en plus, je pense qu'on est quand même beaucoup à vouloir souhaiter plutôt au contraire d'être tout simplement des êtres humains plutôt que d'être forcément des guerriers, de devoir absolument voir la Et pour survie. moi, la vulnérabilité, c'est être désarmé et être à l'aise avec. Totalement. C'est ça, c'est l'inverse finalement. C'est pouvoir dire à un moment donné, comme un chef d'entreprise pourrait dire à ses équipes, finalement là, ben moi je suis effectivement désarmée dans ce qui est en train de se passer. Et On va peut-être, trouver une solution, mais voilà, là, je le voilà, dis en fait. oui, je le dis. Et évidemment, ça demande de la sécurité. Donc, ça demande de faire ce fameux chemin en sécurité dont on parlait. Donc, déjà de s'accueillir, déjà de recréer ou de créer une sécurité intérieure. Évidemment, sinon, sans ça, c'est le casse-pipe, c'est sûr. C'est une évidence. Là, la vulnérabilité, elle va être subie et on va se prendre les foudres et on va pas être en capacité d'accueillir ce qui va se vivre. Tandis que quand on crée ce chemin-là, au contraire, là, ça y est. Et d'ailleurs, en face, c'est là où, enfin, les gens se disent, ah, là, j'ai quelqu'un d'humain en face de moi. Donc, il y a une sorte, ça force le respect. Ça force le Hmm. respect parce que justement, ça fait appel à une notion universelle, la notion universelle qui est le courage. C'est finalement, waouh, cette personne-là, elle a osé, elle a été courageuse de dire, voilà. Et le reflet peut-être de l'insatisfaction, ça j'adore, ce qu'on voit en CNV finalement, c'est ce que Marshall Rosenberg disait dans la communication non violente, c'était que finalement, toute critique ou toute attaque, c'est le reflet d'un besoin insatisfait chez l'autre. Donc finalement, si dans le fait d'avoir dit sa vulnérabilité, c'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre par exemple, en étant chef d'entreprise, euh, c'est le fait qu'en face, on va avoir quelqu'un qui va peut-être pas forcément être à l'aise avec sa propre vulnérabilité. Et d'avoir cette vision-là qui s'inverse, c'est pas que c'est moi qui fait pas, qui n'a pas comment dire, le comportement adéquat, pas du tout. Moi, j'ai un comportement adéquat. Par contre, c'est la relation que la personne a ou que l'équipe a face à la vulnérabilité. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est en me permettant d'être vulnérable, je vais autoriser aussi Hmm. l'autre à l'être. Et au contraire, je vais gagner d'ailleurs je vais gagner en leadership. C'est ça Hmm. le paradoxe. Et en même temps, c'est un paradoxe incroyable parce que quand on fait l'expérience une seule fois, une toute petite fois, on crée vraiment un nouveau réseau neuronal qui nous dit c'est OK maintenant de passer par là. Alors bien sûr, ça va demander encore peut-être d'œuvrer sur soi, de travailler avec soi-même. Et en même temps, je connais pas je connais pas comment dire de discipline. Je parle pas de la discipline de faire, je parle de discipline de travail en fait, enfin, de ce qu'on apprend. Je connais pas de choses qui n'ont pas demandé à ce qu'on œuvre un petit peu dessus, c'est-à-dire que ça soit quand on crée une conférence ou que ça soit quand on parle d'un projet, on a besoin d'être Pour moi, tout est un travailler. muscle Oui, voilà, c'est ça, de muscler ça. à Exactement. assouplir et la Mm, vulnérabilité en est un autre. mm, mm. Et donc, Oui, c'est oui, du c'est ça. pas à pas, de l'entraînement, voilà, des prises de conscience. Je teste, j'apprends, je régule, j'optimise. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement comme le côté physique avec le sport. C'est Mhm. finalement, je vais arriver à avoir un résultat, peut-être pas qui va être la totalité de ce que je veux, et en même temps, je vais quand même voir. Mais pourquoi? Parce que je vais avoir une action. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au coup. Eh oui, je me mets en action parce que si j'attends un résultat sans me mettre en action, Il se passera rien. voilà, il Mhm. se passera rien du tout. Donc, en tout cas, à mon sens, par rapport au gouvernement et à tout ce qui est en lien avec l'entreprise, il y a, il y a cette idée de travail de conscience avec soi-même pour être dans la capacité d'être en acceptation de ce qui va se vivre.
ok, je vais peut-être recevoir on va peut-être rejeter cette vulnérabilité, mais parce que tout simplement, je vais être le miroir de ce qui ne peut-être n'ose pas et ne se permet pas de se vivre chez l'autre. Et ça, c'est Et c'est une beau. interprétation complètement différente. Et on sait que quand on a plusieurs possibilités d'imaginer ce qui arrive, ça nous détend aussi. C'est peut-être ce qu'elle a voulu dire, mais c'est peut-être aussi ça. Et peut-être qu'elle vit ça aussi. Et donc, je me sens plus paisible à imaginer plusieurs choses que d'imaginer que c'est un rejet contre moi. Tout à fait, que c'est une attaque, par exemple. Et du coup, ça va venir complètement taper sur mes fameux conditionnements de Donc, ce qu'on disait tout mes à fameux l'heure. drivers, ouais. Les Mhm. fameux drivers, ou le fait de se dire, voilà, effectivement, je Ça suis y est, je suis encore parfaite. rejetée comme sur Voilà, c'est ça. ma sensibilité. Complètement, c'est ça. Je suis pas du tout accueillie telle que je suis. Du coup, je vais encore moins vouloir, et du coup, je vais encore plus renforcer le fait d'être forte, par exemple, d'être forte, pour me dire, en fait, j'ai eu tort. Et du coup, se créer une croyance limitante à cet endroit-là. Donc, c'est pour Hmm. ça que c'est ne pas confondre finalement et essayer de déballer une sorte de vulnérabilité pour voir, non, ça n'a rien à voir. C'est d'abord être en capacité de s'accueillir soi-même. Et ça, c'est vraiment une invitation à ce que ça soit fait, encore une fois, soit seul ou soit avec de l'aide. Mais on peut considérer que au niveau gouvernemental, il y a, je pense, encore pas mal de chemin à faire à cet endroit-là. Où, Donc, vive le désarmement tel qu'on oui, l'a oui, ouais, imaginé oui, aujourd'hui. vive le désarmement pour tout à fait pour ce monde bien plus sensible, bien plus vulnérable, parce que c'est par la vulnérabilité on acquiert On va faire changer et les on choses vit, aussi. voilà, c'est ça, sa véritable puissance, sa véritable force. Bon, c'est super. Alors, je te propose peut-être un petit mot de conclusion et je me disais, tiens, quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous suivent aujourd'hui, qui sont voilà des personnes qui se sont senties décalées depuis toujours, incompris pour beaucoup, etc., qui ont du mal à exprimer leur singularité au grand jour. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour faire un pas vers l'acceptation de cette singularité et donc de cette vulnérabilité? À mon sens, vraiment un des premiers conseils, celui qui me vient là, d'ailleurs me touche beaucoup, c'est euh, finalement c'est de voir plus grand Hmm. que la dimension, je dirais, des êtres humains. C'est vraiment se relier à la nature, euh, Hmm. quelque chose qui est déjà plus grand que nous, qui était là bien avant nous, donc Qui crée une unité aussi, oui, qui quand on crée se sent séparé à l'intérieur. exactement, c'est ça. C'est finalement c'est l'antidote. C'est l'antidote à la séparation, c'est-à-dire voir plus grand. Dans la nature, il y a toutes les singularités possibles. C'est quelque chose qui fait que c'est un droit. C'est un droit de base d'être dans sa singularité. C'est un droit de base d'exprimer. Juste de s'exprimer, on pourrait dire, alors ça c'est ma vision évidemment, on n'adhère pas, mais une fleur en s'ouvrant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'exprime. Un oiseau en chantant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'exprime. Un animal, lorsque, voilà, c'est juste en étant, en existant, il s'exprime. Du coup, à mon sens, c'est de faire le rapprochement finalement, le simple fait d'exister fait qu'on est là pour s'exprimer. Donc, exprimer sa singularité est un droit, j'ai envie de dire, même un devoir, mais c'est pas une injonction évidemment, hein, Oui, bien sûr. quand je dis ça. C'est dans le sens, c'est au contraire, c'est se montrer, c'est être visible, c'est au contraire, c'est montrer ses couleurs comme le pan quand il fait la roue, il Il montre. se pose pas la question Il se s'il doit pose le pas la faire ou question. pas. Il le C'est fait. ça. Voilà, il le fait et il n'a pas besoin de se dire. En fait, voilà, il se pose pas la question de se dire, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Juste, il vit une vie entière, complète, vraiment à la fois dans son, comment dire, oui, dans sa totale intériorité, dans ce qu'il est profondément. Sans être dans Et la comparaison non plus avec les autres pans. tout à fait, pas dans la comparaison. C'est ça, c'est tout le monde à sa place finalement, et il n'y a pas il n'y a pas d'autorité qui viendrait dire ça n'est pas possible, ça n'est pas viable, toi tu ne vaux pas, ouais, tu n'as pas le droit, voilà, d'être qui tu es, etc. Pas du tout. C'est de voir vraiment beaucoup plus large et de se dire ben maintenant je prends ma liberté. Je prends ma liberté d'être, ma liberté de m'exprimer sur ce que je suis, sur qui je suis et comment je veux l'exprimer. C'est-à-dire vivre pleinement ma vulnérabilité, mes ressentis, mes émotions, qui sont finalement le premier lien avec mes besoins fondamentaux, avec ce qui va m'amener vers ce qui va me rendre heureux, tout
tout simplement, vers cette expression profonde de l'être que je suis. Et ça, c'est vraiment être libre, hein, finalement. Et c'est vivre la plus grande de ses beautés. Alors après, si on n'est pas convaincu, effectivement, j'entends. Par contre, voilà, dans ces cas-là, c'est à voir, est-ce que je vis vraiment ma vie? Est-ce que je vis vraiment ce que je veux vivre aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, je me sens un peu enfermée, comme dit Thomas dans Sembourg, il parle d'enfermement. Et voilà, donc où je suis aujourd'hui et où j'ai envie d'être, finalement, qu'est-ce que j'aimerais plutôt que de vouloir projeter dans ce que je voudrais être, c'est plutôt, et en tout cas, tenter de l'être ou débuter à l'être là, maintenant, au présent. Voilà. C'est magnifique. Alors, je te remercie beaucoup pour cette interview. J'ai adoré la faire. J'étais hypnotisée par ce truc au point que je crois qu'il y avait une bulle à ce moment-là autour de nous et elle était très appréciable. Donc, je te remercie beaucoup. C'était passionnant comme d'habitude. J'adore t'écouter et je pourrais encore t'écouter pendant des heures. C'est génial. Et vraiment, merci beaucoup. Je suis très touchée et j'espère que ça touchera aussi toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Et voilà, je sais pas si tu as aussi un petit mot pour tout le monde. Oui, vraiment. En tout cas, j'étais très touchée que tu m'offres cet espace. Et c'est vraiment, voilà, une pensée pour chaque personne, chaque être qui va, en tout cas, écouter ça, se donner l'opportunité d'accueillir cette vulnérabilité incroyable. Et vraiment, je suis fascinée par le fait que tu aies eu envie d'offrir aux personnes qui te suivent cette opportunité-là, parce que à mon sens, c'est un vrai cadeau et à la fois que tu leur offres, en tout cas que tu leur proposes de s'autoriser à vivre. Et ça me touche vraiment enfin voilà, que tu aies cet élan-là pour eux. Et bien sûr, je sais que tu l'as aussi pour toi-même. Donc, un Bien grand sûr, merci. c'est un cadeau pour moi aussi. Voilà, que tu te fasses, enfin voilà, que tu aies envie toi aussi de continuer à t'offrir cet accès à ta vulnérabilité. Voilà, en tout cas, ça me touche que tu m'aies permis et que tu m'aies fait confiance aussi et que tu m'aies permis d'être avec toi, et extrêmement touchée d'avoir été présente à tes côtés. Voilà. Et cette bulle, je l'ai ressentie également et elle m'a transportée en fait. Elle m'a aidée dans mon trac. Il ne s'est Voilà. pas vu du tout d'ailleurs, je te rassure. Ouais. En tout cas, voilà, je suis très heureuse. Un grand merci. Et je souhaite vraiment une très belle écoute à chaque personne et de découvrir sa vulnérabilité ou de continuer et de s'exprimer profondément dans la plus pure de sa singularité. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Alizée. À très bientôt. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!